Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux enseignements de mathématiques et physique-chimie au lycée, un vaste programme. Donc, je suis Caroline Mignalet, je dirige Averroès e-Learning, qui est donc une structure d'accompagnement dédiée aux élèves des lycées français du monde. Ce webinaire est organisé en partenariat avec la FAPE, donc la Fédération de vos associations de parents d'élèves. Donc, Mélissa Nartigal s'excuse et ne pourra pas être là ce soir parce qu'elle avait une réunion qui finissait plus tard. Donc, voilà, je vous présenterai rapidement les actions de la FAPE auprès de vos associations de parents d'élèves. Donc, ce webinaire va durer 1 heure maximum. Je suis ce soir accompagnée de Sylvain Hubert, qui est enseignant de mathématiques chez Averroès e-Learning et certifié de maths. Et voilà. Et, euh, et je vous prie d'excuser Katarzyna, qui est docteur en physique-chimie et qui est enseignante de physique-chimie chez nous, qui ne pourra pas être là ce soir, mais qui du coup nous a enregistré une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce soir les spécificités de la spécialité physique-chimie. Voilà, donc comme à l'accoutumée, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires organisés toute l'année avec la FAPE et consacrés à la pédagogie et à l'orientation essentiellement. On s'arrêtera à plusieurs reprises au cours de cette présentation. Donc, je vous invite à nous poser vos questions directement dans le chat. Je les remonterai à Sylvain au fur et à mesure où j'y répondrai si je suis en mesure d'y répondre. Pour des questions éventuelles relatives à l'aspect physique-chimie, alors soit Sylvain pourra vous répondre, soit je pourrai vous répondre, soit on remontera vos questions et on vous y répondra en décalé, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. Voilà. Euh, donc, je pense qu'on peut démarrer tout de suite. Sylvain, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bonsoir à tous. Je crois que c'est tout bon. On peut démarrer. Ok, super. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Hop, voilà. Euh, alors, si j'y arrive. Voilà. Hop. Donc, je l'avais dit, je vous présente rapidement les actions de la FAPE auprès de vos associations de parents d'élèves. Donc, la FAPE intervient en tant que support. Bon, Mélissa l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais voilà, ils sont présents et ils agissent et auprès de la l'AEFE et de l'ensemble des établissements du réseau. Ils organisent régulièrement des séries de webinaires, d'informations. Ils organisent aussi régulièrement un café des parents et peuvent vous accompagner dans le cadre, soit en tant qu'individu, soit via vos associations de parents d'élèves. Voilà. Alors, pour rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet, donc on a structuré un peu cette présentation aujourd'hui en 4 temps. On va d'abord revenir sur les parcours de maths au lycée, parce que c'est plus complexe qu'en physique-chimie. Donc, on va voir les parcours, les coefficients, voilà, comment ça fonctionne en fait les mathématiques au lycée. On verra ensuite les attendus et les difficultés en spé physique-chimie. Et puis, on verra ensuite les attendus et les difficultés en maths de la seconde, de la classe de seconde à la classe de terminale. Bien évidemment, on va aborder aujourd'hui la nouvelle épreuve aussi de maths, enfin de première. On y reviendra. Sylvain d'un point de vue disciplinaire et moi d'un point de vue plus général. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, telles qu'elles vous viennent. On s'arrêtera et puis on les regroupera. Voilà. Alors, les parcours de maths au lycée, c'est parfois devenu un peu obscur. Donc, sur ce schéma, en fait, vous pouvez voir que en seconde,
les maths font partie du tronc commun. Donc, c'est un enseignement général qui est le même pour tout le monde, pour toutes les classes de seconde. Et c'est en fin de deuxième trimestre de seconde, avec confirmation au troisième trimestre de la classe de seconde, que les élèves vont choisir ou non de suivre un enseignement de spécialité en mathématiques. Donc, son petit nom, c'est l'aspect maths. Alors, ces enseignements de spécialité, pour le rappeler quand même aux parents qui seraient là, qui seraient pas tout à fait au fait, ces enseignements de spécialité, en fait, en fin de seconde, les élèves choisissent 3 enseignements de spécialité qui vont suivre pour la classe de première. En fin de première, ils abandonnent un enseignement de spécialité pour n'en conserver que 2. Donc, ces enseignements de spécialité, c'est globalement un peu comme avant, on choisissait des séries. Ce sont des disciplines dans lesquelles les élèves vont avoir un fort volume horaire et ce sont des disciplines qui, évidemment, vont avoir un fort coefficient pour le baccalauréat. Donc, en classe de seconde, les élèves vont devoir choisir leur spécialité. Ça fera l'objet d'un webinaire d'ailleurs de mémoire au mois de janvier ou février. Ils vont choisir ou non de suivre l'aspect maths en première. Donc, premier parcours, ici, sur ma gauche en tout cas, pour les élèves qui ne choisissent pas l'aspect maths. Ça ne veut pas dire qu'ils font plus de maths, ça veut dire qu'ils auront 1h30 de maths par semaine dans leur emploi du temps, en plus des 2 heures d'enseignement scientifique, où là, ils font plutôt de la physique-chimie et de la SVT. À la fin de la première, bien évidemment, ils vont passer leur épreuve anticipée de maths sur la base du programme qu'ils ont travaillé en classe de première. Et là, ils vont devoir choisir, en fin de première, d'abandonner une spécialité et ils vont pouvoir, en ce qui concerne les maths, décider soit de ne plus faire du tout de maths, c'est le parcours complètement à gauche, ok, et donc ça veut dire que les enfants arrêtent les maths en fin de première, soit de prendre en option une option qui s'appelle maths complémentaires et qui correspond à un enseignement de 2 heures par semaine, mais qui relève d'une option, donc qui vient se rajouter à l'emploi du temps normal, c'est-à-dire d'un élève de terminale avec toutes ces matières de tronc commun, ces 2 spécialités et éventuellement des options. Sylvain reviendra sur le contenu des options, etc., plus en détail, hein. C'est plus à même que moi de faire ça. Donc, ça veut dire que pour un élève qui ne choisit pas l'aspect maths en première, ensuite en terminale, il a 2 possibilités. Pour les élèves qui décident de choisir l'aspect maths en première, ils auront donc 4 heures de maths par semaine. Ils passeront, comme les autres, leur épreuve anticipée de mathématiques en fin de première. Pour eux, elle portera sur le programme de la spécialité maths de première. Et en fin de première, comme c'est une de leurs 3 spécialités de première, ils vont avoir la possibilité de choisir s'ils conservent cette spécialité en terminale ou non. S'ils ne conservent pas la spécialité maths en terminale, donc je prends un exemple, un élève qui avait, elle est classique, en première, spé maths, spé sciences économiques et sociales et spé histoire, géopolitique, sciences politiques, qui décide en fin de première d'abandonner l'aspect maths. Il va donc conserver en terminale les 2 spécialités que sont HGGSP, donc Géopo et Sciences Éco. Et là, il peut choisir, ou non, de prendre l'option maths complémentaires en terminale. Deuxième parcours, on va avoir des élèves qui décident de conserver l'aspect mathématique en terminale et qui, là, vont avoir la possibilité de faire encore plus de maths. Donc, l'aspect maths en terminale, c'est 6 heures de cours par semaine. Donc, ils peuvent choisir
de faire leurs 6 heures de cours en spécialité maths et ils peuvent rajouter une spécialité qui s'appelle maths experte, qui est de 2 ou 3 heures par semaine. J'ai un doute. C'est 3 heures. C'est 3 heures par semaine. Ouais. C'est comme les maths complémentaires d'ailleurs. C'est Ah, 3 heures. Ouais. c'est 3 heures par semaine. Mm. Voilà. Et donc, ces élèves-là, donc évidemment, Sylvain, il reviendra sûrement, on est sur des profils quand même très scientifiques, hein, très matheux. Ce sont des élèves qui vont avoir 9 heures de maths par semaine pendant toute leur année de terminale. Donc, quand même pour des élèves qui aiment les maths. Euh, donc, voilà pour les différents parcours. Évidemment, ces parcours ont des conséquences sur le poids des mathématiques dans la note de bac et dans les résultats au bac, évidemment. Donc, en ce qui concerne le parcours sans spécialité maths, c'est l'épreuve anticipée de fin de première qui va compter pour le bac avec un coefficient de 2 sur 100. Pour les élèves qui ont la spécialité maths en première uniquement, ils vont donc avoir aussi leur épreuve anticipée de fin de première, coefficient 2 sur 100, auquel va se rajouter la note de contrôle continu de SPEMAT, qui est l'aspect abandonné, pour un coefficient de 8%, à laquelle ils vont pouvoir éventuellement ajouter l'option de maths complémentaire, un coefficient additionnel de 2. Pour les élèves qui ont la spécialité maths en terminale, donc là, vous allez le voir tout de suite, le poids est beaucoup plus lourd, hein. Les spé de terminale, elles sont fortement coefficientées. Donc, l'épreuve anticipée de première va compter pour 2%. L'épreuve de spé de terminale, qui est une épreuve écrite qui se passe en juin, va compter pour 16%. Donc, le contrôle continu en maths ne comptera pas. Ils vont aussi possiblement être interrogés au grand oral sur leur spécialité mathématique, puisque le grand oral porte sur les 2 spécialités conservées en terminale. Donc le grand oral, c'est un coefficient maintenant de 8%. Et éventuellement, ils vont avoir aussi l'option maths experte pour un coefficient de 2%, un coefficient additionnel de 2%. Donc, effectivement, ça fait un poids des maths qui, de manière assez logique, hein, va croissant avec le nombre d'heures d'enseignement en mathématiques qu'a choisi l'élève et qui donc nécessite d'être pris en compte dans sa réflexion, dans son choix de spécialité et dans son choix de parcours. Euh, La question, avant qu'on passe réellement, enfin on verra s'il y a des questions déjà à ce stade-là, mais avant qu'on passe au contenu, en ce qui concerne l'orientation, donc d'expérience, ce que l'on voit, c'est que le choix de l'aspect maths, euh, alors à minima en première, est obligatoire pour tous les élèves qui envisagent des études scientifiques de manière générale. Donc, que ce soit des études d'ingénierie, que ce soit des classes préparatoires scientifiques, que ce soit voilà, des cursus véritablement scientifiques et certains cursus à l'étranger. Et donc, ça, il faut y penser, on y reviendra probablement dans les webinaires suivants, plus consacrés à l'orientation à proprement parler. Certains cursus à l'étranger imposent que l'aspect maths ait été choisi. Alors, c'est le cas, par exemple, si on veut intégrer l'école de commerce de McGill au Canada, à Montréal, les maths sont obligatoires. Si on veut faire médecine en Espagne, les maths sont obligatoires. Donc, voilà, c'est vraiment dans des cas où le choix de l'aspect maths est obligatoire. Euh, il est conseillé, et au moins en première, pour des élèves qui iraient vers des études qui mobilisent les enseignements de mathématiques dans les enseignements. Donc, évidemment, les études de médecine et de vétérinaire,
mais aussi les écoles de commerce, les études en management, tout ce qui va être du domaine de la finance, qui est par exemple un domaine assez mathématique, les licences en économie, en gestion, etc. La liste est quand même assez longue de ces choix d'orientation qui vont imposer aux élèves, enfin imposer aux élèves, conseiller aux élèves de conserver leur enseignement mathématique, d'avoir au moins un enseignement mathématique spécialisé en première. Euh, voilà pour cette première partie. Euh, alors, je pense que je vais enchaîner avec les attendus des différentes matières et puis ensuite on passera aux questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que hop, je vais hop, arrêter le partage et on va commencer par l'aspect physique-chimie, si vous le voulez bien. Hop, là. Bonsoir, je m'appelle Katarzyna César, j'enseigne la physique-chimie chez Averroès. Je voudrais vous parler un tout petit peu de la particularité de cette spécialité. Donc tout d'abord, la physique-chimie est souvent choisie par des élèves qui envisagent des études scientifiques, telles que l'ingénierie, la médecine, l'environnement ou la recherche. La première particularité est liée au fait que le programme de la physique-chimie est très chargé. Avec une vingtaine de chapitres en première et pareil en terminale. Ce qui conduit en pratique à traiter environ un chapitre par semaine. Il suffit donc qu'un élève soit absent pendant une semaine pour créer des lacunes considérables. La deuxième particularité concerne le profil des élèves. L'objectif des cours et des travaux pratiques en physique-chimie est de développer de compétences d'un futur scientifique, telles que, par exemple, la prise d'initiative dans la résolution de problèmes et dans la pratique expérimentale, l'analyse et synthèse des documents, l'esprit critique envers des informations mises à disposition, mais également envers des calculs et les résultats obtenus par l'élève. La capacité à mobiliser des connaissances transversales en SVT, en mathématiques, en informatique, et bien sûr la rigueur et la clarté dans l'expression orale et l'expression écrite. Pour vous donner un exemple concret, dans un exercice de l'épreuve de bac, l'élève on peut demander à un élève de tout d'abord, dans le premier temps, de décrire un protocole expérimental qui va mettre en place pour, par exemple, déterminer, admettons, le contenu d'un comprimé en magnésium. Dans le deuxième temps, on va lui demander de compléter un programme en Python qui va lui permettre de analyser des données enregistrées pendant cette expérience. Et puis, pour terminer, on va lui poser une question complexe. Par exemple, estimer le nombre de comprimés de magnésium à prendre quotidiennement pour rester en bonne santé. Donc, cette dernière question va nécessiter de chercher des informations dans le texte concernant la dose recommandée en magnésium, de proposer un calcul pour estimer le nombre de comprimés à prendre pour une personne de poids moyen. Et puis, finalement, d'avoir un esprit critique pour s'exprimer par rapport à si le nombre de comprimés est raisonnable, ou peut-être si on peut compenser cette insuffisance en magnésium par une autre méthode, par exemple par une alimentation adaptée. Donc, comme illustré dans cet exemple, pour résoudre ce type de problème, l'élève doit être capable d'analyser des documents, mobiliser des connaissances dans différents domaines et rédiger rigoureusement toutes les étapes de son raisonnement en s'appuyant sur les calculs. Cela nous ramène à la troisième particularité de cette spécialité. Notamment, elle repose énormément sur des compétences mathématiques. Il faut le dire ouvertement, il n'y a pas de miracle. Pour réussir en physique-chimie, des bases solides en mathématiques sont indispensables.
Donc, pour résumer, la spécialité physique-chimie s'adresse à des élèves qui sont, premièrement, intéressés par les sciences. Ils ont les bonnes bases en mathématiques, qui sont rigoureux et prêts à fournir un travail personnel considérable. Merci. Voilà. Donc voilà pour l'intervention de Katarzyna. Donc je suis désolée qu'elle n'ait pas pu être là. Elle était prise en cours ce soir. Donc voilà. Mais du coup, vous aurez toutes les réponses possibles sur les maths. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la physique-chimie spécifiquement. On lui fera bien évidemment remonter toutes vos questions. Voilà, Sylvain, je te donne la parole pour les attentes en maths. Oui, merci. Alors, eh bien, on va partir dans l'ordre chronologique, évidemment. En seconde, lorsqu'on arrive au lycée en mathématiques, l'objectif, c'est de faire un petit peu le bilan de ce qui a été fait au collège et en amenant de plus en plus des éléments d'abstraction, parce que les maths, c'est aussi une matière qui permet de manipuler des objets plutôt abstraits, en tout cas à partir de la seconde. Euh, et l'objectif général, c'est eh bien de former l'esprit à la réflexion, à réfléchir à quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Et ça, ce sont des choses vraiment qu'on peut manipuler dans la vie de tous les jours, même hors des mathématiques. Voilà. C'est un peu le même objectif d'ailleurs que l'un des objectifs de la philosophie en terminale, par exemple, c'est de manipuler des concepts, voilà, comme d'autres matières évidemment, hein, mais j'aime bien faire ce parallèle. Et donc en seconde, l'objectif, c'est d'introduire ces notions un peu plus abstraites, tout en restant quand même assez léger en termes de contenu mathématique. C'est pas extrêmement difficile, mais ça nécessite un peu plus de travail qu'en troisième, qu'au collège. Et donc il y a une petite marche à passer malgré tout lorsque les élèves passent au lycée. Euh, il y a un élément intéressant, c'est que la géométrie, par exemple, qui est un élément très présent au collège, il ne disparaît pas en seconde, mais il se limite simplement à ce qu'on appelle les vecteurs pour nommer le chapitre. Et donc c'est assez intéressant de voir que finalement la géométrie en seconde, on oublie un petit peu. Alors c'est un peu dommage parce que on va le voir en première et en terminale, on réintroduit la géométrie et souvent on voit que les élèves ont quelques difficultés pour s'y remettre. Si maintenant je parle de la première, donc comme Caroline l'a expliqué, c'est soit spémat, soit pas spémat, mais à ce moment-là il y a un tronc commun. Alors, si j'aborde déjà l'aspect mathématique, l'aspect maths, eh bien, l'objectif, là, clairement, c'est d'introduire de nouvelles notions mathématiques plus complexes que ce qu'on fait jusqu'à la seconde, pour pouvoir bien construire un vrai langage mathématique avec de vraies notions qui peuvent être utilisées en physique-chimie, comme l'a dit Katarzyna dans sa vidéo, qui peuvent être utilisées dans les sciences économiques, dans la finance, dans le commerce. Je pense à des notions telles que les dérivés, telles que les suites numériques. Voilà, ce sont des choses qui sont vues en première, en spé mathématiques, de manière très précise, très complète. Et donc, comme le disait Caroline, eh bien, ça permet ensuite de pouvoir prétendre à rentrer dans certaines écoles de commerce. En tout cas, ça peut faciliter le passage dans ce genre d'école. Donc c'est vraiment l'objectif de la première spécialité, c'est d'introduire ces notions-là qui sont vraiment des notions applicables dans différents domaines professionnels. Alors le tronc commun, cette fois, le tronc commun, l'objectif, il est un petit peu plus modeste, c'est surtout de consolider tout ce qui a été fait jusqu'à la seconde, mais avec l'esprit, en fait, ça c'est les programmes qui le disent aussi, hein, l'esprit c'est vraiment de former le citoyen à la réflexion, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, les mathématiques c'est un outil qui permet de former l'esprit à la réflexion, quelles sont les causes de cet événement, quelles sont ses conséquences, ne pas mélanger les deux, parfois on a tendance à voir dans certains discours des mélanges entre les causes et les conséquences et c'est assez dommage. Donc l'objectif du tronc commun mathématique pour les élèves qui ne choisiraient pas l'aspect maths, eh bien, c'est de continuer à travailler ce raisonnement. Et les mathématiques sont un prétexte, en quelque sorte, pour travailler ce type de raisonnement.
malgré tout, en termes de programme, le programme du tronc commun de mathématiques, euh, j'allais dire ressemble. Non, il ne ressemble pas au programme de SPEMAT, mais en tout cas, il y a des éléments communs. Alors évidemment, c'est très allégé, parce qu'on ne fait pas en 1 heure et demie ce qu'on fait en 4 heures, surtout avec des élèves qui ont décidé de ne plus faire de mathématiques. Donc c'est très allégé, c'est très épuré, mais voilà, on manipule quand même en tronc commun des concepts mathématiques qui sont relativement abstraits, voilà, comme les dérivés dont je parlais, comme les suites numériques, mais de manière très légère. Ensuite, en terminale, alors je poursuis avec la spécialité mathématique de terminale. Et bien là, clairement, on est dans l'objectif de former des personnes pour qui les mathématiques vont devenir un outil très certainement dans leurs études supérieures, que ce soit des études dans la finance, dans le commerce, des études d'ingénieur, des études de sciences, de physique, chimie, enfin voilà, plein de domaines différents, de l'informatique aussi. Et là, clairement, on pousse encore les choses un peu plus loin dans le contenu mathématique, en introduisant encore de nouvelles notions. Là, je pense, pour les connaisseurs, aux intégrales, par exemple, qui sont un outil mathématique extrêmement présent en physique-chimie, pour parler de choses que je connais un petit peu plus. Euh, et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de poursuivre cette découverte d'outils mathématiques, d'aller encore plus loin dans l'abstraction, dans le raisonnement, et de former de jeunes étudiants qui seront à l'aise avec ces notions. Je passe au maths expert directement. Pour les élèves qui auraient choisi la spécialité mathématique en terminale, ils ont le choix de prendre cette option mathématique experte, pardon. Et là, l'objectif, clairement, c'est de rentrer en prépa mathématique, prépa maths, donc MPSI, éventuellement PCSI aussi, enfin voilà, toutes les prépas où les mathématiques sont extrêmement présentes. Les concepts vont encore plus loin. On aborde des choses qui ne sont plus du tout au programme de l'aspect maths pour développer encore la connaissance de nouveaux concepts mathématiques. Euh, et je dirais que c'est quelque chose qui, pour moi, est fortement conseillé, voilà, pour un élève qui veut rentrer dans une école d'ingénieur ou qui prétend faire une prépa, par exemple. C'est très fortement conseillé, d'après moi. Même si on peut discuter, voilà, on peut quand même y arriver sans, mais c'est vraiment une option qui est très intéressante dans cette situation-là. Pour parler maintenant des mathématiques complémentaires, alors la difficulté des mathématiques complémentaires, c'est que, comme le disait Caroline, on aura à la fois des élèves qui viennent du tronc commun de première et qui ont décidé quand même de faire des maths en terminale, et on aura aussi des élèves qui viennent de la spé maths de première et qui ont décidé d'arrêter cette spé maths en terminale, mais qui veulent quand même continuer les maths. Ça veut dire qu'on aura deux types d'élèves avec des profils complètement différents. Ça va, à mon avis, être difficile à gérer, en tout cas pas simple à gérer dans les classes pour les enseignants. Mais l'objectif de cette option, maths complémentaire, eh bien, c'est de poursuivre les concepts mathématiques qui ont été abordés en tronc commun en première ou alors en spé maths en première, de les approfondir, toujours dans l'objectif de faire travailler l'esprit sur des concepts abstraits, voilà, mais pas uniquement. Les maths complémentaires peuvent aussi donner des outils. Ça peut être aussi intéressant, comme le disait Caroline, pour des élèves qui veulent rentrer dans une école de commerce tout en sachant que cette école-là, précisément, ne demande pas forcément une spé maths en terminale. Ça leur donne quand même des outils intéressants pour prétendre à ces écoles-là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un contenu qui est suffisamment fourni, voilà, pour avoir des outils mathématiques intéressants pour la poursuite des études. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si j'ai été trop succinct ou... Ah, il y a le micro qui est coupé, Caroline. Pardon. Du coup, j'ai quelques questions pour toi, donc je vais peut-être Oui, te les poser tout de suite, et puis oui, on reviendra sur les difficultés rencontrées par les élèves. Euh, il y a une première question. Est-ce que tu peux clarifier euh, le programme de tronc commun?
c'est donc je lis la question, hein. Mhm. C'est donc le même programme, enfin le programme de spé, pardon, c'est globalement le même programme que le programme de tronc commun, mais plus approfondi? Alors, il y a des choses qui ne sont pas du tout dans le programme de tronc commun, qui sont dans le programme de SP. En fait, je dirais la chose, ouais, je dirais ça. Le programme de tronc commun, il a été fait à partir du programme de SP, mais dans lequel on a pris uniquement certains éléments. D'accord. Il n'y a pas du tout de géométrie, par exemple, dans le programme de. Enfin, je parle de la géométrie, je parle du produit scalaire, par exemple, ce sont des concepts en tronc commun, c'est pas du tout abordé. Voilà. Par contre, les dérivés, par exemple, c'est un gros morceau du programme de tronc commun, pardon, du programme de SPEMAT, et ils en ont extrait une petite partie pour le mettre dans le programme de tronc commun, de manière très allégée. Donc oui, il y a des similitudes. Le programme de tronc commun, on pourrait dire qu'il est extrait en partie du programme de SPEMAT, mais c'est pas complètement parallèle. Voilà. Il y a des choses qui ne sont que dans la SPEMAT. D'accord. Euh, il y a une deuxième question. Est-ce que selon toi, le programme de maths tronc commun suffit pour suivre l'option maths complémentaire en terminale? Ça peut suffire pour un élève qui reste un petit peu matheux et qui choisit les maths complémentaires avec une bonne motivation. Pour un élève de tronc commun qui n'est pas matheux du tout, parce que ça va arriver, voilà, dans le tronc commun, on aura des élèves Bien qui sûr. ont abandonné les maths parce que les mathématiques, c'est un calvaire depuis très longtemps. Et, euh, et on peut le comprendre, voilà. Et donc, ces élèves-là, s'ils font maths complémentaires, je pense que ça va être très difficile, parce que ça reste des élèves qui ont eu des difficultés. On va rajouter encore des difficultés avec quelques nouvelles notions dans le tronc commun. Et si en plus derrière, ils font maths complémentaires, pour lequel il y a quand même, à mon avis, une marche à passer entre le tronc commun et les maths complémentaires, ça va Ouais. être un peu difficile. Donc je pense que c'est vraiment pour des élèves qui sont très motivés, qui restent matheux, qui aiment bien, en tout cas, même s'ils ont des difficultés, qui aiment bien chercher un petit peu sur des exercices en mathématiques. Là, oui, il y a une chance, enfin, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ok, Mais il y a quand même une étape à passer, à mon avis, entre le tronc commun et les maths complémentaires. d'accord. Une dernière question pour toi. Elle concerne l'épreuve de bac en fin de première. Euh, du coup, est-ce que les élèves seront évalués différemment selon leur parcours? Oui, alors le bac en fin de première sera, bah, pour les élèves de SPEMAT, ils seront évalués sur le programme de SPEMAT. Pour les élèves de tronc commun, ils seront évalués sur le programme de tronc commun. Ok, Voilà. Mais chacun d'accord. sur leur programme. Il n'y a pas de passerelle entre les différents programmes. Il n'y a pas de partie d'épreuve commune à tout le monde, etc. Non, voilà. La Ok, seule chose commune, c'est que la calculatrice sera interdite. Et ça, c'est une petite nouveauté. d'accord. Pas de calculatrice pour ces épreuves-là, que ce soit en SPEMAT, a priori, si j'ai bien compris, ou en tronc commun. Donc ça nécessite, on en parlera dans les difficultés, ben, d'être un peu à l'aise en calcul. Voilà. D'accord. Ok. Euh, alors, il y a une question que tu peux préciser avant qu'on passe aux difficultés, peut-être. Qu'est-ce Oui, que c'est que la spécificité d'un matheux? Qu'est-ce que tu oui. appelles un Alors matheux? oui. Alors, un matheux, effectivement, ça peut. Voilà. C'est un mot que j'utilise parfois, mais quand je l'utilise, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien chercher sur des problèmes mathématiques. Pas forcément quelqu'un qui est très bon en maths. Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien, qui a la curiosité d'essayer de répondre aux questions qu'on lui pose en mathématiques en utilisant son cours, en utilisant voilà, quelqu'un qui ne rechigne pas à essayer quitte à faire des erreurs, parce que l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage en mathématiques, c'est essentiel même. Euh, voilà, c'est la définition que je donne moi de quelqu'un qui est matheux. C'est quelqu'un qui aime se pencher sur des problèmes, même avec des difficultés. Voilà. Ok, d'accord. Alors, je crois que c'est tout pour les questions pour l'instant. Je te laisse continuer avec bah, les principales rencontrées par les élèves en général. Oui. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer en fin de collège, par exemple, eh bien effectivement,
Ce sont les fondamentaux du calcul littéral et numérique. Alors, ce qu'on appelle le calcul littéral, c'est les calculs à partir du moment où on introduit le fameux X des mathématiques. Voilà, la fameuse lettre X qu'on voit tout le temps en mathématiques. C'est-à-dire, plus précisément, développer, factoriser. On peut éventuellement mettre à l'intérieur, résoudre des équations simples, par exemple. En fin de collège, et on le voit au début du lycée aussi, évidemment, hein, en fin de collège, ce sont des choses qui ne sont pas forcément acquises. Et c'est d'ailleurs, je disais en début de seconde, mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut voir même en première ou terminale, même avec des élèves qui sont en spécialité mathématiques en terminale, qui ont encore des difficultés à voir que cette expression-là, je peux la factoriser, ou je peux la développer, ou qui n'ont pas les réflexes, qui n'ont pas les automatismes. Et le problème, c'est que derrière, eh bien, lorsque l'élève il est concentré sur ses calculs, alors qu'il devrait plutôt être concentré sur la notion qu'on est en train de travailler, eh bien, ça fait que cet élève prend un peu de retard, en fait, et du retard de compréhension. Ben voilà, alors que le calcul devrait être un automatisme et il devrait normalement avoir le temps de se concentrer plutôt sur la notion. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Et j'en parlais à l'instant à propos du bac en première. Il n'y aura pas de calculatrice. Ça veut dire que effectivement, dès la seconde, il faut impérativement que les enseignants et les élèves eh bien, mettent le paquet sur tout ce qui est calcul, parce que en fin de première, eh bien, il faudra quand même montrer quelques aptitudes à faire du calcul, notamment numérique. Voilà. Il ne s'agit pas de faire du calcul mental, on peut très bien poser des opérations, hein, mais en tout cas, il faut savoir faire. Voilà. Toujours au collège, effectivement, en fin de collège, la manipulation des nombres relatifs, c'est-à-dire comment je fais le calcul, par exemple, pour être concret, 3 moins 7. Bah, si je fais 3 moins 7, on voit qu'on tombe dans les négatifs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis pour tout le monde en seconde. On voit beaucoup d'erreurs de calcul lorsqu'il s'agit de calculer, de faire des calculs de tête. Et ça a un impact aussi derrière sur le calcul littéral. Voilà. Vous avez moins 3x moins 7x, bah, ça fait moins 4x. Mais parfois, on a des difficultés à le voir. Même chose au niveau des fractions et des puissances. Alors ça, ce sont des notions qui sont retravaillées en seconde, malgré tout, pour être un peu plus précis dans le programme de seconde. Ça revient dans le programme de seconde. Donc les élèves ont à nouveau l'opportunité de retravailler ça à travers des exercices. Mais on n'y passe pas non plus un mois. Ça veut dire qu'il faut que les élèves soient quand même un petit peu autonomes et prennent un petit peu aussi les choses à bras le corps pour, s'ils ont des difficultés sur ça, eh bien, essayer de les combler. Voilà. Avec l'aide de leurs enseignants, évidemment. Donc développement et factorisation, j'en ai parlé, hein, voilà, ça fait partie du calcul littéral, et ça, ce sont des notions qui font vraiment partie du vocabulaire mathématique de base, et qu'on manipule après tout au long de la scolarité au lycée. Donc ce sont des choses qu'il faut, normalement, en fin de collège, maîtriser du mieux qu'on peut. Voilà. Encore une fois, développement factorisation, en seconde, ce sont des choses qui sont reprises. Voilà. C'est à nouveau retravaillé, donc ça permet à nouveau de combler d'éventuelles lacunes. En géométrie, la principale difficulté, c'est la démonstration. Comment je démontre que ma figure géométrique est un carré? Comment je démontre que c'est un losange? Alors ça nécessite deux choses. Ça nécessite de connaître les propriétés des figures géométriques sur le bout des doigts pour pouvoir eh bien, les utiliser ensuite. La deuxième chose, dans le raisonnement, ce qu'on appelle le raisonnement, c'est quelles sont mes hypothèses, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux en déduire, qu'est-ce que j'en déduis encore, qu'est-ce que j'en déduis encore, et qu'est-ce que je conclus finalement. Voilà. Et on introduit au collège ce type ce qu'on appelle les démonstrations, hein, ce type de raisonnement, et on se rend compte qu'effectivement, en fin de collège, ce sont des difficultés assez fréquemment rencontrées auprès des élèves, et qui bien sûr se poursuivent après au lycée. Et enfin, la résolution de problèmes pour le collège, c'est effectivement une autre difficulté, c'est-à-dire qu'on a une notion un petit peu abstraite qu'on manipule au collège, on sait faire, voilà, très bien, on réussit à résoudre notre équation comme le prof l'a appris. Parfait. Par contre, quand cette équation sert à résoudre un problème, là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire comment le problème devient une équation et comment le résultat de cette équation répond à mon problème. Et ça, c'est un passage, en fait, qui parfois pose quelques soucis. Voilà. Voilà. Et alors, si je parle maintenant du lycée, alors j'ai déjà abordé pas mal de choses, mais les difficultés calculatoires, à nouveau, effectivement,
les notions des méthodes et méthodes des années précédentes qu'on a pu oublier. Je parlais de la géométrie tout à l'heure, qui est un petit peu mise de côté en seconde et qui revient en première. Eh bien là, ça pose quelques soucis. Je pense notamment à la trigonométrie, par exemple, qu'on fait en troisième, et puis en seconde, on n'en fait quasiment jamais, ou à part sur un ou deux exercices. Et par contre, en première, ça revient à nouveau, c'est carrément un chapitre du programme. Donc ça pose parfois un petit peu de difficulté, parce qu'on a tout oublié, ça paraît assez naturel quand on n'a pas fait ça pendant un an. La lenteur due au manque de pratique régulière, effectivement, et ça c'est quelque chose qui est important en mathématiques, c'est il faut pratiquer, il faut faire les exercices. Et réviser un contrôle sans faire d'exercice, c'est du temps perdu. Voilà, si on a juste relu le cours, c'est du temps perdu. Évidemment, il faut connaître le cours, mais ce qui fait qu'on arrive à faire des choses en mathématiques, c'est la pratique, c'est l'erreur, c'est pourquoi j'ai fait une erreur. Et enfin, j'essaye à nouveau de faire un nouvel exercice et je vois si j'arrive à faire l'exercice mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà. Mais si on le fait pas, effectivement, bah, ça amène une certaine lenteur et on se décourage, on n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de régulier. La compréhension des consignes, effectivement. Qu'est-ce qu'on me demande? Et derrière ça, il y a maintenant que j'ai compris ce qu'on me demande, quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi en termes de résolution. Mais déjà, il faut comprendre ce qu'on demande. Et ça, la pratique régulière fait qu'on commence à comprendre qu'il y a des exercices types. Et ces exercices types, une fois qu'on a compris que ça, c'est le même exercice que j'ai déjà fait 10 fois dans l'année, il n'y a plus de problème de compréhension de consignes et maintenant on sait quelle est la méthode à utiliser. Le manque d'initiative face à un exercice ou un problème, effectivement, parfois on est un petit peu bloqué. Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cet exercice? Même chose, la pratique régulière et surtout essayer. Essayer en mathématiques, c'est vraiment essentiel. Même si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'exercice ou de la question, à partir du moment où on a déjà commencé à poser quelques bases de calcul ou quelques éléments qui n'aboutiront peut-être pas, mais c'est pas grave. Au moins, on a fait quelque chose et on a vu que la piste allait aboutir ou pas aboutir. Mais en tout cas, on a pris l'initiative d'écrire quelque chose sur sa feuille. Et ça, c'est vraiment important pour progresser, pour les élèves qui sont les plus en difficulté en tout cas. C'est un élément auquel je tiens beaucoup et voilà. Avec Averroès, tous les élèves que j'ai, je les oblige à écrire quelque chose quoi qu'il arrive avant de leur donner un premier élément de réponse voilà, s'ils sont bloqués. Dernière chose au lycée, c'est de plus en plus vrai au fur et à mesure qu'on avance dans le lycée, notamment pour les épreuves de bac, c'est que les sujets en fait de bac notamment sont conçus de sorte que l'élève, au fur et à mesure des questions, progresse dans l'objectif de l'exercice global. Mais ce ne sont pas des questions qui sont complètement indépendantes les unes des autres. Et ça, je vois beaucoup dans les préparations au bac qu'on fait avec Averroès, par exemple. Je le vois beaucoup. Les élèves ne comprennent pas que, en fait, on leur demande d'utiliser la réponse à la question précédente. Pourtant, la question commence par en déduire que. Et ça, ce sont des choses que je vois très fréquemment. Et là, il y a une difficulté qu'on arrive à combler au fur et à mesure, à force de faire des exercices, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales choses qu'on a pu noter au fur et à mesure de l'expérience. Ok. Bah, merci beaucoup. J'ai une question pour toi qui est remontée. Tu as évoqué les difficultés en calcul à plusieurs reprises et tu as dit que ces difficultés en calcul, bah, elles étaient euh, pérennes en fait, enfin pérennes non, mais qu'elles se répétaient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider les élèves à s'améliorer en calcul? Est-ce que tu as une recette? Est-ce que tu as des conseils? Voilà. Alors, il y a plein de choses, oui, après ça dépend vraiment des difficultés, mais je pense par exemple à quelque chose vraiment de basique, les tables de multiplication. En fait, on se rend compte que, bah oui, on peut prendre la calculatrice, donc finalement les tables de multiplication, on peut un petit peu les oublier. Sauf qu'à partir du moment où on ne connaît plus ces tables de multiplication, on n'est plus capable de faire des divisions simples mentalement pour anticiper un résultat et pour se dire, ah bah oui, tiens, si je divise ce nombre par 3, je vais trouver un résultat intéressant. Parce qu'on n'a pas le réflexe, en fait. Tout simplement parce qu'on ne sait plus faire.
Et c'est un exemple vraiment très simple, mais je pense que réviser ces tables de multiplication au collège, voire même en début de lycée, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui soit aberrant. Et c'est même, à mon avis, très utile. Euh, pour les puissances, c'est utile. Pour les fractions, c'est utile. Pour mettre une fraction au même dénominateur. Euh, voilà. C'est vraiment quelque chose de, pour moi d'essentiel, même pour des élèves de début de seconde, parce que les puissances et les fractions, ça revient en seconde. Pour les racines carrées aussi, savoir calculer une racine carrée de tête, ça vient des tables de multiplication. Après, le calcul littéral, eh bien là, c'est vraiment de l'entraînement. C'est l'entraînement, faire des exercices encore et encore. Et, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic, en fait, jusqu'à ce que le déclic soit fait et que finalement, bah, ça y est, maintenant, on sait faire, j'allais dire à vie, peut-être pas, mais en tout cas, on sait faire le truc sans se poser de questions et ça devient un automatisme. L'entraînement, c'est vraiment, voilà, pour citer deux choses qui me paraissent vraiment. D'accord. Ok, super. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Donc, hop, je vais continuer. Donc, pour finir rapidement sur comment à Averroès on accompagne les élèves. Donc, effectivement, en maths, souvent avec Sylvain et en physique-chimie, souvent avec Katarzyna. Mais au-delà de ça, donc on travaille essentiellement avec des élèves, enfin quasi exclusivement avec les élèves des lycées français de l'étranger, soit sur des élèves qui viennent chercher du perfectionnement, c'est-à-dire des élèves qui sont pas en difficulté, mais qui veulent chercher du plus, du mieux, plus d'exercices, plus d'entraînement, qui veulent aller plus loin ou avec des élèves bien évidemment qui là sont en difficulté et qui viennent chercher de l'aide sur leurs difficultés. Donc en fait il y a plusieurs possibilités. Soit on peut les accompagner avec des cours hebdomadaires, c'est-à-dire on les voit 2 heures par semaine. On constitue des petits groupes qui sont pédagogiquement homogènes. C'est-à-dire avec des élèves qui ont les mêmes besoins ou qui font les mêmes chapitres dans le même ordre, etc. C'est-à-dire des groupes qui aient du sens et qui font que dans cette dynamique de groupe, effectivement, les enfants progressent, voient que d'autres élèves qu'eux ont des difficultés, apprennent des erreurs des autres, puisque comme un peu dans toutes les matières, on apprend des erreurs aussi. Donc voilà, donc ça, ce sont des cours réguliers, une fois par semaine. Ça peut être le soir après l'école, ça peut être le week-end. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité. On a aussi des modules à la carte, c'est-à-dire des petits modules, y compris en maths, par exemple. Des élèves qui ont un devoir en première sur les suites et qui veulent réviser uniquement les suites, ils vont venir et en 6 heures, je crois que c'est 6 heures les suites ou 5 heures, ils vont réviser les suites numériques pour préparer leurs devoirs. Donc évidemment, c'est pas tout à fait le même travail, mais ils vont faire beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement. Donc c'est une manière d'accompagner leur révision. Ça peut être de la méthode aussi. En SVT par exemple, si je reste dans les domaines scientifiques. Et puis ensuite, bien évidemment, des stages pendant les vacances, donc des stages pendant les vacances qui permettent soit de remédier à certaines lacunes, déjà sur la période écoulée, soit au contraire d'aller vers du perfectionnement, du plus. Donc là, par exemple, avec les prochains stages des vacances de Toussaint. Euh, donc, la spécificité d'Averroès, je dirais que c'est qu'on ne travaille que avec des enseignants dont c'est le métier et qui donc du coup qui sont formés à l'accompagnement des enfants et qui peuvent les accompagner efficacement. Voilà pour ça. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Sylvain. Est-ce que tu as des références à donner? Alors, je ne sais pas le niveau de livres avec exo, de problèmes corrigés, etc. Donc de base d'exercices. J'imagine en plus du manuel dont disposent les élèves au collège ou au lycée. Oui, alors des bonnes références. En fait, il y a beaucoup de bonnes choses. Alors,
j'ai tendance à citer quelqu'un que tous les élèves citent, c'est Yvan Monca, qui fait des vidéos sur Internet qui sont très bien. Mhm. Et il est prof en lycée, ou je crois qu'il est en lycée, enfin, mais peu importe, enfin, voilà, il est formé aussi à la pédagogie, c'est un vrai enseignant. Et c'est très bien ce qu'il fait, je trouve, c'est simple, c'est sobre et c'est efficace. Et je crois qu'il fait des livres aussi. Je crois que j'ai vu une élève qui avait un cahier d'Yvan Monca, un cahier d'exercice, où il y avait des problèmes. Alors c'était du collège par contre. Donc je ne sais pas s'il y a l'équivalent au lycée. Je ne me suis pas renseigné là-dessus. Mais ça pourrait être une piste qui me paraît sérieuse. Voilà. Ok, Voilà. d'accord. Il y en a certainement d'autres hein, qui sont très bien aussi. Il faut se méfier par contre sur Internet, oui, il y a une pléthore d'informations et parfois je pense qu'on peut tomber sur des comment dire sur des oui des ressources qui sont pas forcément très fiables ou pas forcément très sérieuses. Donc méfiance, mais en tout cas là on est sur un enseignant qui est solide. Ok. Ok. Voilà. Bah, pour le lycée, j'imagine que tes élèves, comme les miens, ils utilisent les annales, et etc. Alors pour le bac, il y a aussi les annales, oui effectivement. Euh, alors, il y a des, comment dire, sur Internet, on peut trouver tous les sujets de bac depuis énormément de temps. On peut trouver les corrigés aussi, les Mhm. corrigés. Les corrigés en général sont faits par des profs, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Effectivement, oui, c'est aussi une ressource pour préparer un bac, par exemple, ou un brevet, mais bon, là, on parle plus du lycée. Oui, Euh, c'est D'ailleurs, faire des annales de bac, c'est essentiel en fait. Quand on prépare le bac, bien sûr. voilà. Ok. Eh ben, écoute, je crois que c'est tout pour les questions de ce soir. Donc, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je te remercie beaucoup pour ton temps. Donc, surtout, n'hésitez pas bah, soit à consulter le site internet, soit à nous appeler si vous aviez encore des questions ou des besoins particuliers. Et voilà. Et sinon, bah, pour ce soir, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.